Donc, le problème pour Yassine, c'est que en ayant fréquenté les communistes avec lesquels il a travaillé, puisqu'il était dans Alger républicain avec Mohamed Dib. Il a un peu fricoté avec les communistes, il a lu les textes des communistes et il est un peu subjugué par cette idée de la nation en formation. D'ailleurs, c'est paradoxal. Pour le charge plus tard, oui. Il est paradoxal parce que, en même temps, en 47, il dit l'indépendance de l'Algérie et il essaie de montrer que l'Algérie a existé. Mais dans le texte, il ne croyait pas en la nation. Il ne savait pas si elle vraiment existait en tant que nation. Elle existait en tant que réalité sociologique, culturelle, beaucoup, intellectuelle et linguistique. Ça, il le dit. Et d'ailleurs, il finit sur un rapprochement, il ne l'a pas renié, mais il finit sur un rapprochement en disant pratiquement qu'il y a une très très grande similitude entre l'Algérie et l'Égypte. Ah, 47. Texte existant. Donc c'est assez curieux parce que n'ayant pas une idée précise de la nation, la thèse des communistes sur la nation en formation le subjugue. Et elle le subjugue tellement qu'il comprend à ce moment-là quel est le rôle de l'histoire et la dynamique de l'histoire dans la fabrication des nations. Et c'est là où il a une idée géniale. Je dis bien géniale parce qu'elle est pratiquement inédite, elle est inédite et orthodoxe, même aujourd'hui. Il considère que la nation se forme dans les processus de lutte, c'est-à-dire dans les processus de crise. J'avoue que j'ai été moi-même subjugué par cette idée que j'ai trouvée chez lui. Alors, si la nation n'existe pas, elle va commencer à exister dans des processus de lutte. Quel processus de lutte? Dans la résistance au colonialisme. Le colonialisme, c'est la négation de la nation. La lutte anticoloniale, c'est une sorte d'affirmation. C'est l'ouverture du champ de la fabrication de la nation. Donc, il démolit en même temps toutes les thèses qui consistaient à dire que la nation algérienne existait avant, elle a disparu du temps de la colonisation, et il faut faire une guerre de libération nationale pour la faire redémarrer. C'est-à-dire, on efface l'intermède de la colonisation. Il n'est pas d'accord avec cette idée. Il dit, avant la colonisation française, il y avait la colonisation turque. Il l'appelle comme ça. Son droit le plus absolu. On peut le contester, on peut être d'accord ou pas. Il dit, il est hors de question de parler de nation algérienne avant les Turcs. Parce que c'était des monarchies, c'était l'empire. L'empire n'est pas constitutif d'une nation, il est constitutif de communautés. Et ça aussi, c'est une idée que je lui dois. Et c'est ce qu'on a développé la dernière fois. Pour pouvoir analyser le monde arabe, la notion de monde. Exactement. Donc, si la nation existe, elle ne peut exister qu'en tant que processus de lutte qui aboutit à l'émergence d'une république. Par contre, lui, il croit à la république. Pourquoi il croit à la république? Parce qu'il est dans une culture de citoyenneté. Il est dans une culture de citoyenneté qui fait que, très souvent, disons qu'il était dans une culture de lutte citoyenne. De lutte citoyenne, bien sûr. Parce que la notion de lutte, il faut qu'elle soit présente dans Absolument. Sinon, la citoyenneté est une lutte, est un processus de lutte constitutif de la nation. Et ça, il est en plein dedans. C'est pour ça. C'est-à-dire qu'il est dans les thèses de Farhat Abbas, en fait. Il est dans les thèses de Farhat Abbas et des communistes. Parce qu'il partage. On a dit au départ que. On avait dit qu'il y avait une grande proximité. Il est dans les thèses de Abbas. Abbas aussi développe cette idée qu'effectivement, la nation se fait. Elle n'est pas une donnée, elle n'a pas disparu un jour pour renaître un autre jour. Elle se fait dans la lutte. Cette idée est très importante pour lui. Donc, pour pouvoir construire une nation, il faut continuer la lutte. Ce qui fait que Yassine se retrouve en 62. Il n'est ni dans un camp ni dans un autre. Parce que c'est un intellectuel, lui, c'est pas un homme politique qui est engagé. Disons un artiste aussi. Un artiste. C'est un électron libre. Mais est-ce qu'il a contribué, qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre de libération, en une phrase? Est-ce que
d'après les textes que tu as lus de lui, d'après son engagement, s'est-il réellement engagé? Oui, oui. Il a pratiquement couvert tous les congrès internationaux d'écrivains anti-impérialistes et anticolonialistes. A commencer par le congrès de Bakou de 1954 et le congrès de Samarcande, je crois, en 1957, organisé dans les anciennes républiques soviétiques. Et puis il a commencé à tourner, à faire ses tournées, y compris en Europe. En Europe, en Belgique, où il avait beaucoup d'amis, en Allemagne, où il avait beaucoup d'amis, en Italie, en Grèce et dans les pays arabes qu'il a visités, je pense essentiellement le Liban, la Syrie et l'Égypte. Ça, par contre, oui. Et on lui doit un texte qui est aujourd'hui un peu sous la loupe des critiques, qui est ce fameux texte journalistique, les écrits journalistiques de Katib Essene, où il a parlé de ce fameux pèlerinage qu'il avait fait à la Mecque, et l'occasion pour lui, ça a été de faire un certain nombre de découvertes, et il serait allé jusqu'au Soudan, où il a rencontré des nationalistes soudanais qui sont d'obédience communiste. Donc ce sont des textes assez intéressants à lire. Et donc, il y a également une activité journalistique très intense. Je crois, sans me détromper, qu'à lui seul, il a pratiquement couvert journalistiquement parlant une bonne partie du mouvement national, y compris le mouvement national tunisien, dans sa lutte contre les agressions françaises, dans la mesure où, au lendemain de Saqet Sidious, il a écrit un texte formidable qui lui a valu une médaille de Bourguet. Ah. Et en 60... C'est à ce moment-là, c'est après ça qu'il a été autorisé à présenter ses pièces de théâtre au théâtre municipal de Tunis par la suite. Donc il a beaucoup agi en tant qu'intellectuel, c'est pas un homme de fusil, quoi. Et en 62, il n'était ni d'un côté ni d'un autre. En 62, je crois qu'il est rentré. Il est resté dans l'observation, dans l'expectative, et nous n'avons malheureusement que très peu de textes de lui en 62, parce que la partie, il va recommencer à reprendre sa plume en 63 dans la Révolution africaine. Ah, donc il rejoint le groupe de Révolution africaine. Sauf que il est un peu détonnant. Il est un peu, comment dire, iconoclaste. Parce que les textes qu'il va proposer, et que va proposer aussi Ma'amri, je me tirerai le mot, sont des textes qui continuent cette idée de la formation de la nation à travers les luttes. Donc il est dans le courant de lutte et non pas dans le courant d'encadrement. Je ne sais pas si... Oui, c'est clair. Donc il va continuer à être, et c'est ce qui va faire de lui un dissident. Il va continuer à être dissident. C'est-à-dire un rebelle. Une sorte de rebelle. Il défendait son autonomie intellectuelle. Il défendait son autonomie intellectuelle, il défend l'autonomie intellectuelle. Il prend position par contre le coup d'État de 65. Ah, ça c'est clair. C'est clair, net et précis, il est contre le coup d'État parce qu'il comprend, il dit... C'est-à-dire qu'il prend position contre le coup d'État sans pour autant, d'après ce que j'ai compris, qu'il soit un partisan de Bembella ou du régime de Bembella. Pas du tout. C'est juste pour le... Pas du tout. Il prend position contre le coup d'État en tant qu'action violente dans la société par laquelle une force militaire prend le pouvoir. C'est-à-dire de s'inscrire dans la définition classique d'un coup d'État. D'un coup d'État. Et pour ce qui est de Mamri, guerre de libération, indépendance nationale. Guerre de libération, indépendance, Mamri, au dire de Yazid, Mohamed Yazid, Mamri a rédigé le premier rapport qui a été fait à l'ONU sur la question algérienne. Ah. Ça, je me souviens, je l'ai entendu dire à Mohamed Yazid en personne dans un hommage qui a été rendu à Mouloud Ma'amri Mouloud Faroun au club de la presse de Moujahid dans les années 80, après la mort de Ma'amri. Et Mohamed Yazid était encore en vie, et d'ailleurs j'étais très étonné parce que c'était pratiquement le seul homme de l'ancien FLN qui était là. Il a dit: je tenais à venir témoigner pour cet homme envers lequel l'Algérie a été injuste
et pour ne pas dire indigne. Il a dit, beaucoup de gens l'ont traité de tous les noms. Moi, je dis que c'est lui qui a été chargé de rédiger le texte donc, de la revendication d'indépendance que le GPRA a adressé aux Nations Unies. Il a dit c'est un homme qui a beaucoup fait pour nous. En 1957, en février 1957, il écrit une lettre qui a été publiée dans un numéro spécial d'une revue qui s'appelle Entretien sur l'Algérie, qui a été édité en France chez un éditeur de Rodez, sous la direction de Jean Subervie. C'est Subervie. Ah. La revue appartient à l'édition de Subervie. Et celui qui a coordonné voilà, M. Subervie-là, qui est un grand militant pour la cause algérienne, exactement, qui a aidé les intellectuels algériens à publier chez lui, et à leur tête, bien sûr, Mohamed Tazout. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est Subervie qui a sorti ce premier numéro, Entretien sur la guerre, sur l'Algérie. Et Mamri a écrit un livre, un texte très long, une fameuse lettre, qui était adressée en fait à Camus, mais dans le titre, elle est adressée à certains Jérôme. Et beaucoup de gens, pendant des années, ont cru que la lettre était adressée à Jean Sénac. C'est totalement faux, parce que dans le début de lettre, il lui dit parler de la littérature aujourd'hui, c'est un non-sens, c'est à croire qu'on est sur la planète Sirius qui est au-delà de la constellation, et il lui dit le seul tort de votre société, etc., c'est d'avoir cru que le colonialisme allait être pérenne et éternel. Il faut que vous sachiez et que vous reconnaissiez que le colonialisme est un système. Or, tu ne t'adresses pas à Jean Sénac dans ces termes en 1956, alors qu'il était militant de la cause algérienne depuis le début et qu'il est organisateur de cette lettre. C'est un non-sens. C'est un principe fondamental de la communication. Donc, ça ne pouvait être qu'une lettre adressée à quelqu'un que Mamri voulait convaincre du bien fondé de la cause algérienne. Il ne pouvait pas convaincre un convaincu qui était Sénac. Par contre, celui à qui elle était adressée, dans la mesure où c'est en février 1957, c'est à Camus. Pourquoi Camus ? Parce que Mamri était présent à la conférence de Camus en 1956. Ah. Il était présent dans la salle. De Nadi Taraqi. Nadi Taraqi. Il était lui, Mohamed Dib, je crois, et en tout cas Pharaon, c'est sûr. Lui et Pharaon étaient présents. Donc cette lettre-là s'adressait bien à Camus pour essayer de lui... D'ailleurs, entre nous, les analyses le point de vue de nos intellectuels algériens, à leur tête Mamri, Yassine, Jean Sénac, et puis Mouloud Pharaon particulièrement, concernant Camus sur cette époque-là, sur ce plan-là. Moi, je trouve que quelqu'un comme par exemple Pharaon, qui était plutôt Camus, on dit camusien, il était plutôt Camus à 100%. Par contre, l'analyse de Mamri, de Mouloud Mamri, était très très pertinente. Oui. Et elle était avec beaucoup de distance, beaucoup de pertinence, et beaucoup de sens du jugement littéraire, intellectuel, politique, etc., sans tomber bien sûr dans les bras, comme l'a fait par exemple Pharaon. C'est pas la même formation. Non, mais on sent chez Mamri l'intellectuel, l'analyste, le visionnaire. Par contre, chez l'autre, c'est l'artiste. Absolument. Et ça se confirme dans la mesure où, juste au lendemain de l'indépendance, un des premiers textes vraiment très élaborés, fondamental, très important et prospectif pratiquement, que publie Mouloud Mamri, parce qu'il était dans l'équipe de Révolution africaine, voilà. Il le consacre à Ibn Khaldoun. Ah. Texte fondamental sur Ibn Khaldoun. Très important. Très important. Pour résumer toute cette analyse, c'est là si tu permets, peut-on dire que nos intellectuels, c'est-à-dire nos aïeux, c'est-à-dire nos aînés, les intellectuels algériens de l'indépendance nationale, c'est-à-dire des années 60,
peut-on dire qu'il n'était pas suffisamment combatif, qu'il n'était pas suffisamment opposant à la nature du régime? Il s'inscrivait plutôt dans un certain juste milieu qui ne disait pas oui forcément au pouvoir, mais qui ne s'opposait pas clairement au pouvoir. Est-ce que la notion de l'opposition était inscrite dans le mental et dans l'écrit de nos intellectuels des années 60? Pour Yassine, oui, c'est indiscutable. Yassine a des textes incendiaires. Incendiaires, notamment... À partir de 65 surtout? Oui, à partir tôt, très tôt. À partir de 62-63, il y a des textes de Yassine qu'on peut trouver dans un ouvrage qui s'appelle les textes en fragments. Textes en fragments de Yassine, publiés par Jacqueline Arnaud, qui était spécialiste et en même temps amie de Katib Yassine, aux éditions Sinbad en 1985. Il y a des textes où il y a une réflexion très importante de Yassine. Le danger que voit Yassine par rapport à l'Algérie, dans la trilogie théâtrale qu'il a, qui s'appelle Le Cercle des Représailles, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a un encadrement, 2 textes qui sont le premier tragique, le deuxième dramatique, et le texte du milieu est une sottise, une farce, qui s'appelle La poudre d'intelligence. Plus important que les 2 autres textes, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que c'est un texte prospectif. Un texte qui parle, c'est une sorte de fable. Qui imagine... Il pose le problème du statut du philosophe, c'est-à-dire de l'empêcheur de tourner en rond, du coupeur de cheveux en 4, dans une société qui est prise dans un étau entre 2 polarités du pouvoir, la polarité politique représentée par le roi, sultan, et la polarité symbolique représentée par le mufti. Et il y a une alliance du mufti et du sultan contre le philosophe. Ce qui était vrai en 50 est vrai en 60, est vrai en 70, en 80, 90, 2000, 2010. J'espère que ça se terminera en 2020. Non, j'espère que ça se terminera à la fin du prochain mandat. Effectivement. Alors, l'avènement de la Deuxième République. Avec l'avènement de la Deuxième République. Parfait. Alors, on termine cet enregistrement de cette étape 62-72 à ce niveau-là. Oui. On l'avait approché par plusieurs aspects politiques, institutionnels, économiques, révolutionnaires et élitaires dans le sens production intellectuelle, position d'un certain nombre de figures emblématiques de la culture et de l'écriture, de toutes tendances confondues de l'Algérie contemporaine à partir de 1962. Et nous allons, si tu permets, secrétaire, continuer après. Donc, d'autres aspects de l'Algérie et nous continuons donc l'analyse, l'approche intellectuelle de notre propre histoire, mais cette fois-ci depuis les années 80, depuis l'indépendance, donc des années 80, 72, 82, 82, 92. D'accord. Tu as procédé par décennie. C'est une décennie. C'est parfait. Parce que Katib Yassine, pour lui laisser le dernier mot, comme on dit de cette séquence, il a un texte, c'est prophétique. C'est prophétique et j'espère que la prophétie s'arrête. Il dit, dans ce pays de malheur, tous les 10 ans, le sang coule. C'est terrible. Dans ce pays de malheur, il parle de l'Algérie. C'est dans une pièce de théâtre, dans le Caravanserai, je crois. Dans ce pays de malheur, tous les 10 ans, le sang coule. C'est fou. Mais si tu vois l'histoire de notre pays... Effectivement.